Phileos, l'audioguide MP3 gratuit. Les règles de l'art ont été violées, écrit un critique à l'occasion de la présentation du tableau intitulé « La mort de Sardanapale » au salon du 1827. C'est en effet un véritable tollé que soulève l'œuvre de Delacroix, qu'on qualifiera d'apothéose de la cruauté, par sa manière de traiter un sujet inspiré d'un poème de Byron. Dans ce drame, Byron relate la fin tragique de Sardanapale, roi de Ninive en Assyrie. Dépossédé de son pouvoir à la suite d'une conspiration, assiégé dans sa capitale, le roi, réalisant que sa défaite est inéluctable, décide de se suicider avec sa favorite, Myrrha, une esclave ionienne. Delacroix s'inspire également d'un auteur antique, Diodore de Sicile, qui relate un épisode similaire. Pour ne pas se retrouver prisonnier de l'ennemi, il fit installer dans son palais un gigantesque bûcher sur lequel il plaça son or, son argent et tous ses habits de monarque. S'enfermant avec ses femmes et ses eunuques dans un espace aménagé au milieu du bûcher, il se laissa ainsi brûler avec ses gens et ses palais. C'est donc la folie destructrice d'un tyran se sachant perdu qui est représentée. Tout espoir étant vain, il décide qu'aucun des objets et des êtres qui ont servi à ses plaisirs ne lui survivront. La scène se déroule en un lieu non défini, dans une ambiance chaude, aux couleurs rouges, annonciatrice des crimes à venir. La composition repose sur une diagonale, puissamment éclairée, probablement par la lueur du bûcher qu'a fait dresser le roi, ou par celle de l'incendie qui ravage la cité. En haut de cette diagonale, allongé sur un lit somptueux à tête d'éléphant doré, superbement calme au milieu du tumulte qui l'entoure, Sardanapale assiste avec détachement à l'anéantissement de ce qui fut sa vie. Son indifférence et sa froide résolution contrastent avec l'agitation et la fureur d'une scène qui est une véritable vision d'horreur. À ses pieds, Myrrha est étendue, les bras en croix, le dos dénudé. La diagonale se prolonge vers la droite du tableau, où un garde, tenant par le bras une esclave au corps voluptueux, s'apprête à la tuer. À leur droite, surgissant dans le tableau, un homme dont on ne voit que la moitié du corps implore le roi bras tendus. À ses côtés, un homme résigné se prend la tête dans les mains. Il a compris. Il n'y aura pas de survivants à la folie destructrice et suicidaire de Sardanapale. À la gauche du roi, dans la pénombre, on aperçoit une favorite qui s'est pendue, tandis qu'un soldat s'apprête à égorger une jeune femme. À la droite du roi, un serviteur lui apporte un bassin et une serviette. Plus bas, une femme détourne le regard en se masquant le visage avec son voile. Elle ne veut pas voir l'homme face à elle qui est en train de s'enfoncer un poignard dans la poitrine. Dans le coin gauche du tableau, un serviteur noir tire un cheval gris vers le bûcher. Bien que le sang ne coule pas, on est choqué par la violence de la scène, la sensualité dans l'abandon des corps, ainsi que l'abondance des personnages. Plus aucune hiérarchie ne subsiste dans ces derniers instants. Femmes, soldats, serviteurs, objets et animaux se mélangent, se fondent dans un maelstrom pathétique. Delacroix choisit de représenter cet épisode dramatique dans une approche romantique, en insistant sur les couleurs, les contrastes et les jeux de lumière, alors qu'un peintre néoclassique se serait plutôt attardé sur les formes et les attitudes. Cette œuvre marquera la fin de la période romantique de Delacroix. C'est son approche, en dehors des canons du néoclassicisme, qui déchaînera les critiques. Rejeté par l'Académie des Arts, l'artiste est privé de commande de l'État. Persuadé que personne ne comprend sa couleur, il en conçoit une profonde amertume, cache son tableau pendant 15 ans pour finalement le vendre
à un collectionneur américain. C'est en 1861, peu de temps avant la mort du peintre, que Baudelaire redécouvre cette œuvre. Le public s'y intéresse aussi et l'apprécie enfin, comme l'avait fait 34 ans plus tôt, au Salon de 1827, un des rares défenseurs de Delacroix, un grand auteur qui, avant les autres, avait réalisé le génie qui se dissimulait dans la démesure du tableau, la cruauté de la scène et le rejet délibéré du beau. Un ardent défenseur nommé Victor Hugo.